KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. La phrase même de la mère Rambaud, celle qu'il eût sans doute trouvée partout, chez chacun de ces gens, transformés ou non par la guerre. Leur même besoin de référence, jugé indispensable de scruter les nouvelles poussées, de palper leur trajet jusqu'aux anciens troncs. « On vous en donnera, fit-elle. Augustin repassa devant les granges, les odeurs des tables et toutes les associations d'un passé mort. Le litre de lait pesait à son bras. Comme toutes les fois que le hasard les lui imposait depuis quelques semaines, ce subit afflux d'occupations humbles jetait son esprit dans des réflexions singulières, sur le prix de la pauvreté, les besognes modestes, les âmes simples, les vies restreintes, tout ce qu'il appelait le côté russe des perspectives morales. Il en constituait une sorte de classe générale, comprenant tous les dépourvus et tous les déficients, toutes les catégories de la vie morne. Nul doute cependant que ces effectifs ne participassent à l'essentiel au culte des valeurs. Comme l'énigme sacrée ne leur proposait, au bout de son bras obscur, aucun des prénoms du bonheur empirique, ni la beauté, ni l'indépendance, ni la joie, ni la santé, ni l'intelligence, ce ne pouvait être qu'une réalité fondamentale, affreusement profonde, sur laquelle il avait à bâtir tant bien que mal l'édifice de leur vie. Et nous aussi, semblablement, il repoussa, lassé, tout ce romantisme de la souffrance, simple contre-coup de sa prostration morale, automatisme inerte, simulant la réflexion et la pensée, matière à bourrer le vide des minutes, signe de fatigue, comme les obsessions d'autrefois. Les promeneurs habituels des dimanches encombraient les rues et les routes. Des troupes de jeunes filles, rieuses, fraîches, d'une honorabilité évidente, groupes d'enfants de Marie sortant des vêpres, barrait toute la largeur des chemins en se donnant le bras. Il tira sa montre devant la porte. Il était parti depuis 2 heures. 3 quarts d'heure à l'aller, un peu moins pour revenir, parce qu'il savait sa route. 1 demi-heure passée à attendre, c'était bien le compte. Remonté chez lui, le lait posé dans la cuisine, Christine lui confia d'un certain air ironique et flatté, honoré à la fois, et se raillant de lettres. « Nous venons d'avoir une visite. » Augustin se sentit pâlir. C'était l'expression exacte dont elle avait annoncé la venue de monsieur et madame Desgresses des Sablons, en des temps tellement différents, quoique tout proches, qu'ils constituaient comme une autre partie de sa vie. Et aussi cet air de respect postiche et de railleuse semi-envie que les gens de petite bourgeoisie à la fois cultivés et pauvres, et même ceux d'entre eux qu'aucune jalousie n'habite, prennent presque infailliblement pour parler des classes sociales fort au-dessus de la leur et qu'ils ne voient qu'en passant. Madame Desgresses des Sablons, qu'accompagnait une belle jeune fille de grande mine et, je dois le dire, d'une parfaite séduction de simplicité. Mademoiselle de Préfaille ? Ceci d'un air interrogatif et en tournant la tête vers Augustin qui ne répondait pas. Elle vit une figure d'une blancheur livide, 2 yeux ardents et ravagés. Son sourire, sans disparaître tout à fait, se figea, se dépouilla de sens. Une lueur nouvelle grandit en elle, éclaira tout. Il lui fallait parler cependant, Augustin gardant un silence affreux. Ces dames savaient que bébé était malade. Je leur ai appris que maman l'était aussi et que nous passions de bien mauvais jours. Le mutisme acharné d'Augustin la força de continuer. Madame Desgresses m'a répondu. Christine faisait des efforts pour retrouver les mots exacts. Voulez-vous dire à votre frère notre très profonde sympathie et tous nos espoirs et les accepter aussi pour vous, madame. Enfin une phrase dont l'amabilité m'a frappée. Elle a ajouté « Nous quittons les Sablons pour 1 semaine. » Mademoiselle de Préfaille a précisé « Pour 1 semaine juste. » Elle-même a repris « Pour 1 semaine juste.
Si votre frère veut bien à notre retour venir nous dire que vos inquiétudes sont passées, il sait combien nous en serons heureuses. » Quand sont venues ces dames exactement, finit par demander Augustin. « Tu étais sorti depuis 10 minutes à peine. » Elles n'ont pas dit quand elles partaient au juste, ni où évidemment, insistait Augustin sans s'inquiéter de ce qu'exprimait son visage. Il était 6 heures du soir. On se trouvait au bord d'une nuit brumeuse, pleine des premiers froids d'octobre, arrivés subitement. « Ce n'est pas si loin, dit Christine en hésitant. Si tu voulais... » Il fixa à travers la fenêtre un morceau de ciel brun. « Non, 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 cria-t-il d'une bouche qui grimaçait de violence. On ne court pas après le bonheur quand les siens souffrent. » Ce fut le seul aveu qui passa ses lèvres. Il quitta la cuisine d'un air têtu et désespéré. 5 minutes après, revenant avec l'ardent visage égaré du début. « Je voudrais savoir, un arrêt d'une fraction de seconde, les paroles exactes de mademoiselle de Préfaille. Celles mêmes que j'ai dites, elles sont restées 5 minutes seulement. Visiblement, elle craignait de gêner. C'était madame Desgrès et Sablon qui parlait. Mademoiselle de Préfaille me regardait avec une attention continue et, comment dire, une sorte de timidité dans la sympathie. » Christine planta dans les yeux de son frère un regard profond et mal sûr. Oserait-elle ? Elle osa. « Je l'ai trouvée extrêmement charmante. »« Je te remercie, ma petite Christine, » dit-il d'un ton sourd, mais décidé et final. Et il rejoignit sa chambre. Ils n'en reparlèrent plus de la soirée, ni de longtemps. La mère Rambaud vint vers 8 heures, comme elle l'avait dit. Sa douceur ferme arracha à Christine et Augustin la vaisselle qu'ils commençaient. Elle travaillait avec soin, vite et sans bruit, de ses mains à tout faire, robuste, boudinée, crevassée, ou remuait toute une géographie de plis. Il fut convenu qu'elle s'étendrait pour se reposer, dans le lit de la salle à manger. Christine lui expliqua en quoi consistaient les soins très simples que nécessitait sa mère. Elle écoutait, docile. Quand madame Méridier la remercia d'être venue, d'une faible voix entrecoupée, qui prenait du repos entre chaque syllabe, elle répondit assez mystérieusement « C'est bien mon tour ». Pendant la prière, elle se tint en arrière de la famille, à genoux entre les portes, comme un donateur. Bien entendu, Christine se réserva les soins nocturnes de bébé. Il allait moins bien depuis quelques heures, depuis le retour d'Augustin, semblait-il. « Je le trouve rouge et chaud, » fit Christine. Elle prit sa température. Il se plaignait faiblement. Elle reprit cet air absorbé qu'Augustin lui avait vu quelques jours auparavant, et toute autre précaution cessa de compter pour elle. Elle entendit à peine la mère Rambaud lui dire « Il y aurait bien la Marie Boudet, mais elle est si drôle. » Augustin avait, sans mot dire, porté tout le soir son chagrin ravageant, mêlé à la sourde douceur opiniâtre de se dire qu'elle était venue. Accentué parfois jusqu'à l'intolérable, cet état de sensibilité ne laissait pas de ressembler à quelque chose comme du bonheur. Alors, il avait honte de lui-même. Une fois de plus, il s'apparaissait en face des circonstances en un désaccord total et coupable, qui était par lui-même une douleur. Il vivait comme en 2 parties. L'une où il s'occupait de sa mère, lui portait le lait et la tisane, l'écoutait respirer, trouvait comme Christine bébé assoupi, rouge et grimaçant. Mais tout cela, pas avec tout lui-même, pas avec tout son cœur. Un large morceau restait indisponible, pris par cet affreux mélange de douleur et de joie. Son air de distraction le montrait, et cette sorte de regard intérieur qui l'empêchait de voir devant lui. Mais naturellement, personne n'était là pour s'en apercevoir. Il se retira, laissant ouverte la porte de sa chambre, et commença d'aller et venir sur ses pantoufles. Ses voyages le ramenant régulièrement devant l'armoire,
Il l'ouvrit, creusa une place parmi les livres et les papiers, et y logea toutes les fiches d'Aristote, d'un seul coup, en masse, en bloc, comme un moellon. Une subite mauvaise odeur de pétrole lui vint aux narines. Sa lampe charbonnait. Sa mère d'habitude garnissait les lampes. Christine n'avait pas pensé à le faire. On ne peut penser à tout. Il souffla dans le verre toute sa rage et sa détresse. Par la porte venait la lointaine lueur de la salle à manger. Soudain, comme il avait déjà fait quelques heures auparavant, il s'abattit contre le lit, à genoux, la tête dans les mains. Il fut tout au sablon, en douleur et frénésie. Il commençait à se familiariser avec ce geste d'effondrement, de détente et de désespoir. Pas un des mots de sa sœur qui ne fût entré en lui, comme une brûlure. Une belle jeune fille de grande mine, d'une parfaite séduction de simplicité, cette attention continue, cette timidité dans la sympathie. C'était le portrait des premiers moments d'Anne, de celle qu'il avait appelée Anne de l'apparition. Il pleura devant elle, et presque sur sa main, délicate et parfaite, que Christine avait touchée. Il pleura, effondré sur ses mains. Le regret de n'être pas parti, comme le suggérait Christine, le crucifia. Il aurait vu Anne, une fois encore, su où elle allait. Peut-être eût-il osé dire que ce départ le glaçait. Il la voyait partir, lui-même abandonné sur le commencement de ses routes. Le bout de ses chaussures frappait la descente de lit, à petits coups enragés. Il lui semblait qu'elle s'en allait de sa vie. Elle fut calmée, momentanément, par l'invraisemblance de cette horreur. Un peu de raison entra en lui et de renoncement, mais sur un seul point, un point précis. Si l'occasion de la voir lui était encore offerte, il s'abstiendrait, comme il avait dû s'abstenir. Il avait bien fait ce qu'il avait fait. Ainsi pleurait le malheureux. L'odeur de la lampe éteinte l'incommoda. Par la fenêtre entrait une hargneuse brume et la morsure glacée de la nuit. Il frissonna, de froid, de fièvre, ou de l'atrocité de ses jours. Il sentait une fatigue et un épuisement mortels. Étendu dans son lit, sa cuillerée de soporifique absorbée, une chaleur maladive occupa son crâne, les articulations du coude, des genoux, de la nuque. L'oreiller, sous la tête lourde, lui fut doux. Dormit-il 1 minute, un peu plus? Il perdit possession de lui-même, puis goûta de rechef la douceur de l'oreiller. Le fourmillement des articulations s'était atténué. Le contact de ses draps le quitta de nouveau, pendant que se régularisait l'automatisme velouté du souffle. Après bien longtemps, le nouveau domaine où elle marchait fut éclairé par une lampe glauque et mate, à la suite des circonstances multiples, confuses, épuisantes à comprendre. Du reste, elles disparurent. Il marchait près d'un personnage incertain, lié à lui par une tendre sympathie timide. Il voyait surtout les jambes. Le rêve lui dit que c'était son père, mais ce n'était pas tout à fait son père. Ils allaient entre des troncs d'arbres noirs, dans des gorges très subites, et des chemins menant vers des bestiaux. Oh, restez, bien-aimé, car c'est vous. Vos petits pieds sont en brume, mais vos mains sont claires et je les vois. Vous pouvez maintenant me baiser les mains. C'est elle qui le dit, mais peut-être que c'est seulement mon grand désir. C'est pourquoi quelque chose empêche. Votre présence est d'un précaire affreux. Je sens, à je ne sais quoi, que vous allez partir, à je ne sais quel hérissement des choses tristes. Chassé par un grand cri, une ruée de bestiaux sortant des gorges, des cornes de vaches, des cornes de vaches. Un grand cri qui fit le pont entre le songe et le réveil. Augustin rentra dans l'angoisse, parmi ce fourmillement de mots sans aucun sens. L'angoisse l'attendait. Il n'eut qu'à la reprendre ainsi qu'on reprend ses pantoufles. C'est bébé qui a crié, exactement comme il y a quelques jours, du même cri d'enfant poignardé. On n'entendait pas des portes de placard. Il est facile de suivre Christine au voyage de la lumière. Le reflet vient jusque dans sa chambre. C'en est fini cette fois, des simulations de la mort. C'est bébé qui a crié. Christine fait oui du menton sans dire mot. Elle parle assez, avec ses lèvres serrées et ses yeux tragiques. Il a gémi toute la nuit, explique la mère Rambaud.
Sa main, placée en écran devant la lampe, projette sur le mur une autre main immense qui couvre l'enfant. Le berceau, un large pan de papier brun. Le lit de Christine est défait. Les plis du drap, le rejet de la couverture, le creux de l'oreiller restent tels que les a laissés son corps en sautant du lit. La voix qui pleurait dans Rama. La grosse Marie entra en se frottant les mains pour se défendre d'un froid qui commençait d'être engourdissant. Cette fois-ci, messieurs, dames, c'est l'arrière-saison. Ayant demandé si ça n'allait pas mieux, elle commença dans la maison ses bruits coutumiers. Pour qui eût senti les différences, il manifestait cependant on ne savait quoi de plus libre, de moins englué de pesanteur et d'inertie. Les portes se fermaient, les brodeaux se posaient sur la pierre, avec une soudaineté franche, alerte et vaguement gaie, sur laquelle le deuil d'à côté ne mordait pas. La grosse Marie allait se marier. Au cas où vous l'eussiez par hasard ignoré, ou peut-être oublié, vous auriez pu le deviner aussi à un relent de pâte à l'œillet pour les mains et d'eau pour les cheveux, qu'elle s'était mis en l'honneur du dimanche, et qui semblait si tenace et de si bonne qualité qu'il voltigeait encore le lundi dans ses coups de jupe. Ainsi, le garçon boucher-expéditeur qui la fréquentait pouvait comprendre qu'il ne prenait pas seulement une fille solide et lourde en viande, mais une qui savait porter toilette, aimait la bonne odeur et ferait bien dans un café. Aucune de ces considérations simples et saines n'intéressait les 3 personnes enchaînées aux dernières heures d'un enfant mourant. La grosse Marie resta peu de temps. Lorsque le médecin vint, elle était déjà partie. Penché très bas sur le berceau, il examina, comme tous les matins, l'enfant couché dans la position d'avant l'amélioration. Jambes pliées, dos rond, tournant contre la lumière un affreux petit visage rouge et contracté. Le plus triste désordre déshonorait cette pièce, dont Augustin avait aimé dans les premiers jours la netteté ascétique. Au milieu de la cheminée, un biberon attendait, inentamé, refroidi, qu'on ne regardait plus. Des linges ou des étoffes, on ne savait quoi, gonflaient un petit tameau au pied du lit, hâtivement recouvert, portant sous le jeté des bosses diffuses. La masse des brumes, ouatée et mate, circulant derrière les fenêtres, remplissait la chambre d'un blanc horizontal. Bébé gémit quand le médecin passa la main sous son petit corps et qu'il essaya de prendre son pouls. Le médecin n'insista pas. « C'est une rechute grave ?» demanda Christine d'une voix dure. Augustin écoutait comme il allait mentir, mais il laissa tomber la question, parla de température, se fit montrer la courbe, opposa un ton froid à ses durs yeux noirs pathétiques. « Il ne boira pas beaucoup de lait, j'en ai peur. Vous pourriez lui préparer de l'eau sucrée. S'il souffrait pour avaler, vous humecteriez ses lèvres. Ça suffira pour quelques jours. Comment va votre mère, même état ?» Ils y furent tous les 3, même état, en effet. Pourquoi vouliez-vous qu'il changeât ? Toute chose restait identique. La même mèche au reflet d'argent sale poussait sous le bonnet de nuit. Christine la replaça doucement et lui baisa le front. La vieille femme, assise sur le lit sans traversin, pour que le dos s'appliquât directement aux oreillers tassés contre la muraille, se réchauffait de couverture et fichue de laine, toujours croulant. Le médecin remplaça le strophanthus par la théobromine. Faut-il maintenir la fenêtre entr'ouverte par ce temps glacial ? Oui, mais faites du feu et couvrez-la bien, mieux que cela. Puis il partit, comme tous les jours. C'était dans l'escalier où Christine, retournant à l'enfant, ne les suivait pas, que les confidences avaient coutume de s'échanger. Une tradition se formait. Elle réglementait jusqu'au timbre de voix dont se servaient les 2 hommes. Ils n'eussent pas eu l'idée de parler sans façon ni précaution, de la manière ouverte dont on demande par exemple « Comment allez-vous ?» Il fallait baisser le ton, faire choix d'un murmure bas et sourd,
afin que l'escalier ne pût rien rapporter au palier, ni celui-ci à la salle à manger. Une fois attaquée sur ce mode mineur, la conversation continuait jusque dans la rue, avec des arrêts, des reprises, des sur place et des hâtes, selon les heures. Cette fois, ce fut plus bref. Si l'enfant ne crie pas trop quand on le met au bain, essayez de l'y mettre. Si vous voyez une souffrance inutile, dissuadez-en votre sœur, et c'est tout. Ça peut durer encore 5 à 8 jours, plutôt 5 que 8. Augustin fixait d'une attention immobile une tache de rouille rugueuse et rousse qui rongeait la balustrade. Quant à votre mère, dosez-lui le choc. Son myocarde n'est pas en état de le supporter, vous le pensez bien. Oh non. Il prolongea, fila, nuança cette « oh ». Augustin murmura d'une voix flottante et déracinée. « Est-ce qu'il y a un danger mortel ?» Comme ce mot le pétrifiait, il s'aperçut qu'en avance sur sa sensibilité, sa pensée seule avait redouté cette mort. Le médecin eut un geste d'incertitude, puis se mit à parler comme pour lui-même. Inutile de suractiver le cœur. Déblayer l'engorgement veineux et les barrages de la circulation, ça suffit pour le moment présent. Combien de temps durera ce moment ? Ce n'est pas moi qui peux le dire. Du lait, des diurétiques, avant le coup de fouet de la digitale. Votre mère, elle est un peu mieux ? Elle parlait mieux. Elle se couchait presque. Voilà. Elle respirait couchée. Elle urinait. Voilà. À chaque voilà, une secousse de la main triomphait d'un contradicteur virtuel. C'est cette nuit, ce matin, qu'elle a recommencé d'étouffer ? Ce matin, devant l'aggravation de l'enfant. Le médecin projeta le menton en avant et écarta subitement les 2 bras. Le geste disait devancer. La voix se borna à un conseil. Ménagez-lui le choc, c'est une question de vie ou de mort. Revenant de conduire le médecin, Augustin s'arrêta à la porte de l'appartement, eut un souvenir de cellier et de bûche, redescendit 3 marches, se souvint de la clé, remonta. « Je voudrais la clé du bûcher. » Christine le regarda, égarée. « Pour faire du feu dans la chambre. Je commanderai un poêle à bois, mais nous ne l'aurons que demain. » « Ah oui, » fit Christine. Augustin entra dans le jardin, fut pénétré par la gluante brume, tourna à 2 reprises une clé dure, respira un air de caveau et de poussière de bois, venant des bûches entassées sur un sol d'ancienne écurie, où la rigole centrale marquait encore. Il s'écorcha les mains à des nœuds et des échardes, remonta fatigué, à pas lents. Il sentait le poids du bois et la douleur des échardes. D'inertes idées gonflèrent autour de cette souffrance. Toujours les mêmes idées sur la vertu des besognes humbles, le prix de la pauvreté et autres romantismes tolstiens. Chercher son eau, chercher son pain, couper son bois, monter son bois, comme les petites gens de chez moi autrefois. On le porte avec des os, avec des chairs, avec des muscles, qui touchent d'un côté aux choses humbles et de l'autre à l'esprit, comme une bêche touche à la terre et de l'autre côté touche à la main. Un grand luxe, quand tout cela obéit bien, se place où il faut, se fait oublier. Il continuait de monter en serrant les bûches. Il les maintint, à grand-peine, en serrant très fort. Elles s'abattirent sur le seuil même. Il les releva une à une. Évidemment, une femme d'ouvrage à demeure était indispensable, une domestique, une garde pour la journée et la nuit. Il l'avait fait demander la veille par la mère Rambaud, et de nouveau par le boulanger. On devait bien trouver, dans cette population de paysans riches, quelque ancienne rentière en train de mourir de faim sur ses emprunts russes ou son turc unifié, une vieille femme d'autrefois définitivement plongée, et pour cause, dans la profondeur des fameuses choses humbles. Augustin descendit pour chercher des brindilles et des fagots dans un autre coin du bûcher. Par la force des choses, en cet incroyable désarroi matériel, son esprit dut se peupler de pensées nouvelles et de préoccupations de ménage, comme de couvrir son lit, vider les eaux de toilette,
faire bouillir des bassines d'eau, disposer sur la table de cuisine ce qui ressemblait à un déjeuner. Christine en prendrait ce qu'elle pourrait. Elle ne pouvait s'occuper elle-même de toutes ses besognes. La malheureuse le faisait cependant. Son frère la surprit, retournant son lit à lui, qu'elle trouvait bâclé. Déjà, le traversin chevauchait 2 chaises juxtaposées. Il dut se précipiter pour l'arrêter. « Laisse, laisse !» disait Christine, de cet air sombre et absorbé qu'elle ne quittait plus. « Il faut bien que ces choses se fassent. » Ils s'y mirent tous les deux. Elle ajouta de la même voix perdue. « Peut-être aurons-nous quelqu'un cet après-midi. La mère Rambaud a une personne en vue. » Elle avait l'air de remplir avec une sorte de résignation mêlée de rage toutes les tâches qui l'arrachaient au berceau. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.